Copernic, Kepler, Galilée et bien d'autres encore, de grands noms de la science qui riment avec progrès, des chercheurs hors pair dont les découvertes continuent de façonner aujourd'hui encore le monde dans lequel nous vivons. Pour plonger au cœur de cet univers des grandes révolutions scientifiques, nous recevons un spécialiste de la Renaissance, de l'histoire des techniques et de Léonard de Vinci. Pascal Béréois, bonjour. Tout d'abord, quelles sont les grandes étapes, les grands virages de l'histoire des sciences? Si on parle de la Renaissance, qui est mon point de départ personnel, la Renaissance est le moment où se construit un rapport à l'expérimentation. Dans la révolution scientifique et technique de la Renaissance, il y a plusieurs éléments. L'élément le plus évident, c'est évidemment l'élément de l'astronomie. Du point de vue de l'astronomie, effectivement, la Renaissance est le moment de la révolution dite copernicienne. L'idée que la Terre tourne autour du Soleil et non le Soleil autour de la Terre est quelque chose de radicalement neuf. Entre autres parce que pour déterminer cette théorie-là, on a dû partir de l'observation. La Renaissance redécouvre également la question des mathématiques anciennes. On possédait Euclide, mais pas tout Euclide. On n'avait pas notamment d'illustration pour Euclide. Donc là encore, c'est quelque chose de très neuf. On n'avait pas Pythagore, on avait des éléments, mais on n'avait pas tout. On n'avait pas Archimède, on n'avait pas Pappus. Enfin, un certain nombre de grands mathématiciens arrivent entre 15e et 16e siècle en Italie avec les Grecs qui voyagent depuis Constantinople. Ça, c'est très important parce que les mathématiques qui vont fonder la science moderne sont là. Vous avez la mécanique qui pose des problèmes nouveaux, l'idée d'instrumentaliser la physique pour agir outre nature, c'est quelque chose de très neuf. Et là encore, tout repose sur la lecture des anciens. Et la recherche, par exemple, de machines simples, c'est ce que fait, par exemple, Léonard de Vinci dans ses œuvres. Léonard de Vinci, justement, c'est un inventeur qui fait office parfois de prophète. On lui attribue un grand nombre d'inventions. Il aurait notamment imaginé l'automobile, l'avion, le char. Mais pour vous, cette idée d'un Léonard de Vinci, inventeur des machines modernes, doit être un peu démythifiée. Alors l'intelligence de Léonard de Vinci ne fait absolument aucun doute. La pluralité de ses centres d'intérêt est aussi une évidence. En revanche, tout ce qu'on dit habituellement et qui naît d'un mythe du 19e siècle, l'idée que Léonard a anticipé le futur en inventant tout ce que vous avez dit, l'avion, l'automobile, etc., tout ça est relativement faux. D'abord parce qu'il y a des prédécesseurs de Léonard de Vinci, des chars, il y en a avant lui chez Conrad Kiefer ou Francesco di Giorgio Martini. Le parachute, par exemple, est inventé avant lui par un ingénieur siennois. Par ailleurs, chez Léonard de Vinci, les choses radicalement nouvelles, comme l'avion dont vous parlez, enfin, en tout cas l'ornithoptère, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, est une solution qui, pour être fonctionnelle, devra être radicalement différente de celle de Léonard de Vinci. L'idée de battre des ailes, par exemple, est abandonnée. La plupart des manuscrits Léonard de Vinci ont été retrouvés à la fin du 19e siècle. C'est à cette époque qu'on a cherché à trouver une sorte de père fondateur des grandes découvertes. C'est pour ça qu'on lui attribue tout ça. Les manuscrits avaient été dispersés un petit peu partout en Europe. Certains manuscrits même sont retrouvés dans les années 60, qui avaient été garés à la bibliothèque de Madrid. Donc la nouveauté, c'est dans les années 1880-1900, l'édition de ces textes. Et l'édition de ces textes permet qu'ils soient discutés. Et comme à ce moment-là, on a besoin d'un héros pour la science positiviste en train de se construire, c'est bien sûr lui qu'on choisit. Le XVIe siècle va être très prolifique au niveau des grandes découvertes. Et l'une des figures de proue de ce siècle, c'est bien évidemment Nicolas Copernic et sa découverte de l'héliocentrisme. Copernic va lancer toute une série d'autres travaux, notamment par exemple ceux de Galilée. Galilée va pousser plus loin les expériences de Copernic, notamment en utilisant des lunettes astronomiques qui vont lui permettre d'observer les satellites de Jupiter et qui vont prouver que l'idée de corps tournant autour d'un corps, les satellites de Jupiter tournant
autour de Jupiter sont un peu l'analogue de la Terre tournant autour du Soleil. Et Galilée qui va aussi découvrir la Voie lactée. Alors Galilée qui découvre la Voie lactée et d'autres astronomes, par exemple en Angleterre, quelqu'un de moins connu qui s'appelle Thomas Digges, avec lequel on passe d'un monde clos à l'univers infini. Puisque Digges considère que les étoiles lointaines, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, ne sont pas accrochées à une sphère des fixes, mais sont réparties dans l'univers à l'infini. On va parler également de Kepler, un astronome allemand qui est connu, lui, pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas en cercle parfait autour du Soleil, mais en suivant des ellipses. Je vous disais tout à l'heure que la Renaissance retrouvait les auteurs anciens. Parmi ces auteurs anciens de mathématiques, il y a un certain Pappus qui crée les mathématiques des ellipses, des paraboles, des hyperboles et de toute une série de courbes qui ne sont pas simplement des courbes circulaires. Et fin lecteur de Pappus, comme ses contemporains, Kepler a l'intuition que le monde est écrit en langage mathématique et va chercher la règle mathématique qui décrit les trajectoires des planètes. Et cette intuition que c'est une ellipse, il la confirme par le calcul. On en vient maintenant à parler du XVIIe siècle, un siècle qui sera notamment marqué par l'apport de René Descartes, qui a notamment introduit en géométrie algébrique le système de coordonnées dit cartésien. Oui, absolument. Et Descartes, de ce point de vue-là, est un excellent mathématicien. C'est quelqu'un qui fait la synthèse globalement entre l'algèbre de Viette et les mathématiques. Et encore une fois, on en revient à Pappus. Du point de vue de la physique, Descartes est ce qu'on appelle un mécaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que tout ce qui se passe dans l'univers dépend de contacts mécaniques entre les éléments de l'univers. Et puis le XVIIe siècle va également être marqué par l'apport énorme d'un certain Isaac Newton. Est-ce que c'est vrai, cette légende qui dit que c'est en voyant une pomme tomber que lui est venue l'idée de la gravitation ? Je ne suis pas certain, mais si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Là où Newton est particulièrement intéressant, c'est qu'il fait la synthèse en fait, de plusieurs courants. Déjà, il est le président de la Royal Society. La Royal Society, c'est cette institution anglaise qui parvient à faire accepter à la communauté scientifique que la base d'une vérité scientifique, ça va être l'expérimentation, la construction d'une expérimentation. Et Newton, par exemple, va, par les mathématiques, ça c'est l'autre aspect de Newton, c'est-à-dire que c'est un expérimentateur, mais c'est aussi un mathématicien. Par les mathématiques, il va construire l'hypothèse d'une action à distance des corps les uns sur les autres. C'est la théorie de l'attraction universelle, qui n'est pas du tout intuitive, hein, qui est amenée vraiment par une réflexion mathématique. Newton, c'est aussi le développement de théories mathématiques très complexes appliquées à la physique. Par exemple, grâce à lui, des phénomènes aussi complexes que les frottements, la question de ce qui se passe dans un fluide, par exemple, vont pouvoir être traités avec des instruments mathématiques. Ça aussi, c'est radicalement neuf. Il ouvre énormément de champs. Tout le XVIIIe siècle va essentiellement exploiter les idées de Newton. Einstein notamment. Et jusqu'à Einstein, bien sûr. Soulignons aussi l'apport de Blaise Pascal et de son fameux théorème de géométrie projective. Blaise Pascal et d'autres avant lui, notamment Huygens et d'autres, travaillent sur une géométrie qui va utiliser pour la première fois des outils mathématiques dont ne disposait ni la Renaissance ni le Moyen-Âge. C'est-à-dire ce que l'on connaît en terminale sous le nom de dérivées, d'intégrales. Et à partir de ces moyens mathématiques-là, on va pouvoir aller très très loin dans les mathématiques. C'est également le moment aussi où l'esprit humain se libère de la religion et bascule dans l'ère de la raison, du libre examen. Absolument, et ça a commencé probablement dès le début du XVIIe siècle. Les troubles des guerres de religion, les troubles de la guerre de 30 ans, à mon avis, n'y sont pas pour rien.
C'est-à-dire que là, on a pu commencer à développer son esprit critique. Et quelqu'un comme Pascal, par exemple, quand il commence à formuler l'hypothèse du vide, par l'expérimentation, en montant sur le puits de Dôme, en montrant que la pression sur une colonne de mercure s'arrête à un certain moment parce qu'au-dessus de soi, on a une colonne d'air limitée, eh bien, ça va complètement à l'encontre de la science aussi de ce qu'affirmait l'Église. Dans quelle mesure cette révolution scientifique a posé les bases des découvertes du XXe siècle? Prenons simplement Pascal et Newton. D'une certaine manière, avec Pascal, on entre dans la conquête spatiale, puisque c'est lui qui prouve l'existence d'un vide interstellaire, et donc la conquête de l'espace commence avec lui d'une certaine manière. Du point de vue de Newton, la question de l'attraction des corps à distance, la question aussi de la définition de l'espace, les instruments mathématiques qui permettent de calculer des complexités, tout ça permet en fait les avancées du XXe siècle. Quels sont les grands domaines sur lesquels la science bute encore aujourd'hui? Je dirais qu'il y en a tant que je citerai deux cas. D'une part, le cas de l'évolution. On sent bien que les idées de Darwin, aussi puissantes soient-elles, mériteraient aujourd'hui un nouveau Darwin pour formuler une théorie un petit peu plus complexe de l'évolution. On a des éléments pour cela déjà, mais encore faudrait-il tout fonder en un corpus unique. Et puis, il y a en physique la théorie de l'unification des forces. Tout ce qui se fait actuellement dans les cyclotrons et tous les accélérateurs de particules, c'est la recherche par l'expérimentation. Là encore, on voit bien comment on remonte là, au XVIIe siècle, la recherche de lois fondamentales de la physique de l'univers. Pascal Brioat, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. À bientôt pour un nouvel échange.